attention au piège haussier. Si vous avez cliqué sur ma magnifique miniature, hein, oui, je mets c'est à l'IA. Bon, Raphaël, un ami à moi, m'a dit que c'était pas terrible. Mais bon, on essaie, on tente. Alors, quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, on va aller voir ce que les graphiques nous disent. Rappelez-vous que ça sera mon interprétation remplie de biais. Oui. On va parler psychologie aussi, notamment je vais vous montrer un extrait d'une vidéo d'Asher, d'Owen Simonin, c'est le plus grand influenceur crypto, si vous ne le connaissez pas. C'est un jeune homme encore, hein, je crois qu'il a entre 25 et 30 ans, mais d'une maturité assez exceptionnelle. Bon, aujourd'hui, c'est un investisseur et un entrepreneur accompli qui a eu le courage, comme je disais il y a 2 jours, de partager en fait sa position sur Ethereum, ses convictions sur Ethereum, et de nous révéler que après 7 à 8 ans d'investissement, eh bien, il se retrouvait déstabilisé et en difficulté sur cette position-là. Je ne m'inquiète absolument pas pour l'état financier de M. Simonin. Comme je l'ai dit, il a beaucoup d'entreprises, il doit avoir des cash flows assez importants et un portefeuille crypto qui doit l'être également. Mais malgré son expérience, vous allez voir que lui aussi peut être touché psychologiquement. Chaque partie de la vidéo sera comme toujours chapitrée, donc si la partie sur Owen vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à y aller directement. Et sinon, on va passer sur les graphiques. Nous voilà donc avec le Bitcoin face au dollar. Nous sommes en hebdomadaire, comme d'habitude je vous mets la vision macroscopique. Je vous ai laissé il y a de ça un peu moins de 4 semaines. Quoi qu'il en soit, depuis fin novembre, de toute façon, vous voyez que le prix latéralise, hein, il ne se passe pas grand-chose, à l'exception de la semaine dernière où on a eu une belle frayeur. Alors en hebdomadaire, mais si j'ai titré sur ma miniature, enfin fameuse miniature, piège haussier, le bull trap, c'est parce que même si en hebdomadaire, là, on a une sorte de rattrapage miraculeux, on va passer en mensuel et je vais vous montrer donc mais qu'à la fois, il y a des raisons d'espérer, hein, comme ce qui s'est passé hier, mais des raisons d'être un peu plus pessimiste sur les semaines à mois qui viennent. Je répète, j'avais titré long et pénible la dernière fois. Alors ça a débuté à être pénible, on a vraiment ressenti la pénibilité. Par contre, je crains que ce n'ait pas encore été assez long. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, en hebdomadaire, tant qu'on ne clôture pas en dessous des 90 000, eh bien, on peut espérer une poursuite de la latéralisation et peut-être une cassure à la hausse, en sachant que nous avions donc atteint la première zone de vente, de prise de profit cible, entre 103 000 et 122 000 dollars le Bitcoin. La prochaine théorique, alors on peut en trouver toujours d'autres, mais c'est en gros des classiques qui sont regardés par beaucoup d'intervenants sur le marché, se situera autour à l'approche des 155 000 le Bitcoin. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On avait déjà vu les cibles baissières, mais en gros, ce qu'on attendait, hier a peut-être changé la donne, ce qu'on attendait, c'est que le Bitcoin aille retester les anciens plus hauts que nous avions travaillé pendant plus de 7 mois, de mars à novembre 2024, on avait travaillé les plus hauts autour des 70 000. Et cette zone entre 70 et 75 est une zone de fort intérêt, est une zone que le marché semblait vouloir aller tester, mais peut-être que les acteurs ont front run. Il y a peut-être beaucoup d'ordres d'achat qui attendaient. Et le marché est fait pour laisser le plus de monde en gare. Le train des acheteurs était trop rempli. On en a peut-être sorti suffisamment, peut-être pas. Ça, je n'en sais rien, comme toujours. Rappelez-vous que l'analyse technique n'est pas prédictive. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais essayer d'illustrer. Notamment, après avoir vu Owen, je vais aller sur les graphiques d'Ethereum. Et je partage les convictions d'Owen là-dessus. Mais il faut envisager froidement tous les scénarios, y compris ceux qui sont baissiers. Pour finir sur Bitcoin, le RSI, donc le rapport de force entre acheteurs et vendeurs, est toujours en faveur des acheteurs. Le meilleur scénario pour moi serait donc une poursuite dans ce range avant une cassure haussière. Maintenant, lorsque l'on passe en mensuel, et je vais le faire de suite, vous voyez qu'ici, nous avons clôturé en dessous de cette petite latéralisation des prix et que cette hausse pourrait s'apparenter à un retest. On est en train de retester la sortie du range au niveau mensuel, en sachant que sur le RSI, on avait décidé un petit M. Ça, c'est des figures baissières. Il ne faut pas se mentir, encore une fois. C'est très moche. En mensuel, c'est vraiment très moche. Le sauvetage d'hier, le sauvetage hebdomadaire est peut-être un signal de retournement et invalidera ce signal baissier. Mais dans les échelles de temps, plus l'échelle de temps est grande, plus elle a priorité. Et donc, le signal en mensuel, il est toujours moche et il n'a pas été invalidé. Il faudra attendre la clôture du mois de mars pour peut-être envisager donc un ravalement aussi, pourquoi pas, si le mois de mars clôture en dessous des 100 000, au-dessus des 100 000 dollars le Bitcoin, à ce moment-là, on aura un signal haussier, de ravalement haussier, et on pourra se mettre à reviser de nouveaux plus hauts. En attendant, pour l'instant, la cible prioritaire, je l'ai déjà dit, c'est autour des 70 000. Passons à Asher et on va écouter ensemble l'extrait que je vous ai sélectionné. Il mentionnait le fait que 2/3 de son portefeuille était composé de Bitcoin et d'Ether. Et vous allez voir ce qu'il a fait ces dernières semaines, ces derniers mois et l'impact que ça a eu sur lui. Dans mes valeurs
très solide, j'avais du Bitcoin et de l'Ether. C'était, pour vous donner un ordre d'idée, les 2/3 de mon portefeuille de crypto, de manière générale. J'ai littéralement soulagé, on va dire apaisé un peu ma position de Bitcoin parce que j'ai trouvé qu'il s'est valorisé très très vite. Et dès qu'il a commencé à passer les 75-80 000 $, j'ai commencé à vendre des Bitcoins, non pas pour faire des stablecoins, mais pour me repositionner en Ether et sur des plus petits actifs, principalement sur de l'Ether. Et c'est quelque chose de dur parce que je m'attendais à ce que l'Ether profite du mouvement comme il l'avait toujours fait, notamment du mouvement de Bitcoin et de l'engouement vers les cryptos. Il n'en a pas profité du tout. Si vous êtes sur ce marché depuis un petit moment, je pense que vous allez le constater. Et en plus de... Oui, donc on l'a constaté, hein. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que pareil, j'ai une bonne position en Ether. Et j'ai fait la même erreur qu'Owen, c'est-à-dire de penser que les choses allaient se répéter. Or, le marché, avec Owen, nous avons middle curvé, souvenez-vous. On s'est retrouvé au milieu, on a voulu être intelligent, mais non, les intelligents n'étaient plus sur Ether, ils étaient sur Bitcoin, peut-être sur Solana. Et après, bon, il y a les idiots, entre guillemets, hein, je prenais pas mal, qui sont allés gambler sur les mêmes coins, et certains qui ont fait beaucoup d'argent, la majorité qui a perdu de l'argent, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez qu'au lieu de sécuriser des profits qu'il avait réalisés à Bitcoin, il a augmenté son risque en achetant de l'Ether, en augmentant sa position sur Ethereum, mais également sur des alts. Et donc, on va voir la suite. De ça, j'ai pris quelques risques supplémentaires sur des plus petites capitalisations, et autant vous dire qu'à part 2-3 paris gagnants qui ont pu, mine de rien, permettre de structurer et de limiter ou d'amortir en tout cas certaines de ces pertes, eh bien c'est un pari perdant, que ce soit sur l'Ether ou sur les autres altcoins. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai connu l'Ether à 4, 5, 6 dollars à l'époque où je le minais et à l'époque où on générait des GPU, donc des GPU miners, des machines qui servent justement à sécuriser le réseau Ether, en tout cas à l'époque, et à générer des intérêts dessus. Aujourd'hui, j'ai tellement accumulé de l'Ether quand il a tombé en dessous des 3000 $ et que je pensais faire un bon coup vers les 2700 et vers les 2300 que j'ai baissé mon prix moyen d'acquisition, j'ai augmenté mon prix moyen d'acquisition, et aujourd'hui, sur mon portefeuille d'Ether, qui est une très grosse de mes positions et de mes convictions, toujours à l'heure où je vous parle, eh bien je me retrouve avec un prix moyen d'acquisition qui est de 2050 ou de 2100 $. C'est-à-dire que sur 7 ou 8 ans d'investissement sur cette ligne, sur la ligne Ether, je me retrouve dans une position où je suis break-even et même peut-être légèrement gagnant ou légèrement perdant à l'heure où je vous parle, ça dépend de la variation du prix dans les dernières minutes. Mais je le remercie encore de nous avoir partagé cette position et son ressenti. On voit qu'il est affecté, on voit que sa tolérance au risque est atteinte. Alors, il a l'expérience, il a l'entourage, et encore une fois, je pense le cash flow. Il n'a pas mis en péril son mode de vie. Donc, il va tenir, et il a l'habitude de cette douleur que la volatilité sur les marchés provoque. Évidemment, on peut le retrouver dans d'autres épisodes de nos vies, mais se confronter au marché vous provoquera, si vous dépassez votre tolérance au risque, ce type de douleur, ce type de gêne qui peuvent être physiques. Hein, la perte d'argent, même si elle est potentielle, même si on n'a pas vendu, active des zones cérébrales proches des zones qui gèrent la douleur physique. Donc c'est pas du tout anodin, et même des investisseurs expérimentés le vivent. C'est pour ça qu'il faut calibrer vos positions, gérer votre risque en amont de l'investissement et en envisageant tous les scénarios comme on va le faire maintenant donc, sur Ether. Donc nous voilà sur Ether face au dollar, nous sommes en hebdomadaire. Donc voilà, j'avais placé les mêmes extensions que sur Bitcoin. Vous voyez que lui, on n'a même pas cassé l'ancien plus haut de 2021, donc on n'en est pas du tout encore à parler de nouveaux plus hauts sur Ethereum. On en est à tenir, il faut absolument tenir en gros la zone des 2000. Alors on va peut-être aller la retester, comme je vous le disais sur Bitcoin. Je ne vois pas le marché repartir pleine balle à la hausse, et j'espère me tromper. J'espère que le marché me donnera tort, mais l'essentiel n'est pas d'avoir tort ou raison, c'est de, encore une fois, calibrer et de maîtriser son risque. Donc quels sont les scénarios? Déjà, si on ne clôture pas sur Ether, si le marché nous titille et continue de faire sortir les acheteurs entre ces deux zones, donc en gros entre 2000 $ et 2008-2009 l'Ether, pour l'instant c'est statu quo. Et ce qu'on voudrait voir déjà, c'est réintégrer ce range entre 2008 et 4000 qu'on a débuté en mars 2024. Ça fait un an qu'Ether, alors avec des sorties, mais un an que le prix d'Ether latéralise entre 2000 et 4000, en gros, si on fait un range très grand. Oui, je pourrais mettre mon carré jaune plus bas, mais je trouve ça plus joli. Bon, concernant le RSI, vous voyez qu'il est complètement dominé par les vendeurs. Il n'y a pas match. Et si on passe en mensuel, eh bien là c'est le drame. Là, c'est le drame. Vous voyez que le RSI est également passé du côté vendeur. J'ai mis une ligne de tendance. Là aussi, c'est pour illustrer le côté long, la temporalité du marché.
je partage, c'est peut-être un biais, mais je partage la conviction qu'Owen-Simonin a sur l'écosystème Ethereum et sur l'évolution du prix de l'Ether. Je pense que c'est qu'une question de temps avant que nous voyions ces fameux plus hauts et ces fameuses extensions. Mais le temps, justement. Là, il faudrait déjà, pour reparler de plus haut, que le RSI soit à nouveau dominé par les acheteurs et casse cette ligne de tendance. Et vous voyez que, alors, je positionne mon curseur ici, ça paraît pas être fou. Déjà, si on remonte là, ce sera pas mal, mais je suis déjà en mai là. Et si on continue de latéraliser, ben on se déplace. Là, je suis en août 2025. Alors peut-être qu'on va repartir tout droit. Peut-être que le mois de mars va être un ravalement haussier par rapport au mois de février. Et encore une fois, je ne demande que ça. Mais il faut être prêt à tous les scénarios. Et donc un des scénarios, si le scénario baissier se concrétise, avant on a souvent des rebonds. Et peut-être qu'on ira retester d'ailleurs un Ether autour de 2007-2008. C'est à ce moment-là, c'est dans le rebond, que vous devez vous demander si vous recalibrez, si vous allégez un peu la position d'Ether par exemple. Et le raisonnement est le même quel que soit l'actif. Dans un rebond, si donc des bougies baissières, un scénario baissier que vous n'aviez pas envisagé se concrétise, c'est dans le rebond que vous vous posez la question, est-ce que je sors ma position, est-ce que j'en vends la moitié, est-ce que j'en vends un quart, ou est-ce que je garde tout, même si, par exemple, Ether repart à la baisse, va tester les 2000, casse les 2000, et si on réintègre le range entre 2000 et 1000, ben, il est fort possible qu'on aille retester les 1000. En tout cas, il faut l'envisager. Et après, bon, on peut envisager le scénario apocalyptique que Ether tombe en dessous des 1000 et part à zéro, part à la cave et qu'il ne soit plus utilisé. De mon point de vue, c'est très peu probable, mais il faut quand même l'envisager. Et si Ether disparaissait? Est-ce que vous y avez pensé? Bon, il faut absolument le savoir, même si, encore une fois, on pondère les hypothèses. Ether à zéro, j'y crois pas. Ether retestant les 1000, je ne crois pas que ce soit le plus probable. Je suis toujours dans une longue et pénible latéralisation. J'espère que les 2000 vont tenir, même si je pense qu'on va aller les tester avant une reprise haussière et avant de nouveaux plus hauts, mais qui seront peut-être fin d'année 2025, début d'année 2026. Les cycles ne se répètent pas, on l'a vu. Les opérateurs essaient de se calquer sur le passé ou d'apprendre du passé pour faire des projections, mais voilà, encore une fois, Owen, je m'inclus dedans. Nous avions fait des projections et nous avions fait des paris spéculatifs en se basant sur le passé sur Ether, et donc converti des bitcoins en Ether, en se disant que la liquidité arrive dans Bitcoin, puis se propage dans Ether, puis dans les alts. Ce n'est plus vrai. D'ailleurs, parmi les leçons très importantes de ce marché haussier, parce que malgré tout, il y a quand même eu un marché haussier, Bitcoin a fait de nouveaux ATH, il faut se concentrer sur les champions. Il y a une telle dilution, il y a des dizaines de millions de crypto-monnaies aujourd'hui. 99% malheureusement ne servent à rien, c'est juste au mieux des mêmes coins, au pire certains des arnaques. Donc se concentrer sur les gros projets, alors, je vais vous les citer là mais je ne vais pas vous les montrer en graphique, mais renseignez-vous sur Hyperliquid, excellent projet, le graphique, probablement une des cryptos les plus puissantes. Le projet Sui, qui fonctionne très très bien, pareil la crypto qui a très bien performé. Pendle, c'est assez costaud également, ça a bien fonctionné. Et en dernier, Solana par exemple, et bon ça vous connaissez, c'est très gros, mais ça a bien performé. L'écosystème Solana a profité d'ailleurs notamment de ce côté gambling, de genre de casino. La plupart des meme coins se sont créés sur cet écosystème et c'est cet écosystème qui en a profité. Nous voici sur Ether face au Bitcoin, cette fois-ci directement en mensuel, et vous voyez que voilà, la tendance, elle parle pour elle-même. Malheureusement, nous sommes toujours en train de creuser. Le RSI est L'action des prix est parfaitement alignée avec le RSI, qui est totalement dominé par les vendeurs. Jamais d'ailleurs, vous voyez, remarquez que dans l'histoire d'Ether face à Bitcoin, jamais l'Ether a aussi mal performé par rapport au Bitcoin. On n'a pour le moment en mensuel aucun signe de retournement. Et si on passe en mensuel, je vous ai déjà partagé ici plusieurs divergences, et 2 divergences avalées. Donc c'est des cas d'école, c'est assez magnifique, souvenez-vous. Donc une divergence, le rapport de force entre acheteurs et vendeurs est en train petit à petit de s'inverser, c'est-à-dire que les vendeurs perdent de la force par rapport aux acheteurs progressivement, pouvant signaler donc un retournement de l'action des prix. C'est ce qu'on attend, que l'action des prix fasse de nouveau plus haut avec le RSI et que cette divergence s'annule et que à la fois l'action des prix et l'action du RSI convergent. Donc malheureusement, lorsqu'une divergence est avalée, ça provoque le mouvement contraire avec une violence sans pareil. Et donc ça l'avait fait en gros de juillet 2024 à novembre 2024. Nous avions à nouveau une nouvelle divergence. Vous voyez que l'action des prix faisait de nouveau plus bas alors que l'action des RSI non. Donc encore une fois, ce rapport de force changeait, mais elle a été à nouveau avalée. Et vous voyez que voilà, nouvelle liquidation, nouveau massacre, nouveau bain de sang.
Alors, bon, là, on va dire que depuis 1, 2, 3, 4 semaines, le prix latéralise. Peut-être que le bottom est posé, peut-être que l'action des prix va se retourner, mais comme je l'ai dit précédemment, ça va mettre du temps. Ça ne repartira pas en ligne droite to the moon. Ça va mettre des semaines, des mois, pour peut-être, si le scénario positif se réalise, qu'Ether reprenne un peu de force par rapport à Bitcoin et un peu de force par rapport au dollar aussi. Pour laisser sur une note un peu optimiste, car je pense malgré tout que ce marché haussier n'est pas terminé, même s'il va être plus long et plus pénible qu'on ne pouvait l'imaginer. Là, nous sommes sur le Total 3. C'est tout le marché des crypto-monnaies. On voit ici que donc l'ancien sommet avait clôturé à 3 000 milliards donc de capitalisation pour l'ensemble. Hein, à titre comparatif, rappelez-vous par exemple que Apple est autour des 4 000 milliards. Donc une seule, alors c'est une des plus grosses actions américaines, on est d'accord, mais une seule action américaine dépasse tout le marché des crypto-monnaies. C'est pour ça que c'est un marché très volatile, encore en phase d'adoption, très difficile, mais qui, je pense, je le crois toujours, a beaucoup d'avenir devant lui et a beaucoup de croissance devant lui. Et donc là, nous avons cassé l'ancien plus haut pour atteindre les 3 700 milliards de capitalisation, donc pour incluant tout. Hein. Et nous sommes seulement, entre guillemets, en train de retester cette ancienne résistance qui devient un support. Et on peut souhaiter la travailler un peu et repartir à la hausse. Ça, c'est le scénario que je pense aujourd'hui le plus probable. Si ce n'est pas le cas, ben on partira au sud et on ira visiter probablement les 2600-2700 milliards de capitalisation. Je vous donne un peu d'espoir, là, un peu de côté positif, qui montre que les alts, je crois, en ont encore sous le coude. Si on passe au Total 3, alors là, c'est le Total 3, donc c'est toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin et Ether, face au Bitcoin, justement. On avait identifié qu'il y a toujours pareil, une divergence énorme. Alors, une première force sortie de cet immense canal baissier là, qui a débuté en mars 2023, donc on est à 2 ans, 2 ans d'un canal baissier où les alts perdent progressivement de la force par rapport au Bitcoin. Une première fausse sortie, vous voyez qu'on est repassé malgré tout du côté des vendeurs, hein, les vendeurs dominent. Cependant, on travaille le haut de ce canal haussier et un des premiers signes qui serait encourageant sur le fait que les liquidités repartent dans le marché crypto et que nous repartirions à la hausse, entraînant un peu une véritable alt season. Hein. Je pense qu'elle arrivera, mais sur les gros dossiers. Je ne pense pas que... même si le marché crypto montera dans son ensemble, ça sera de 50-100% pour des cryptos un peu pourris. Par contre, plusieurs milliers de pourcents encore, mais uniquement pour les gros dossiers. Et donc, il faudrait voir hein, dans les signaux positifs la cassure de ce canal haussier pour aller visiter à minima cette zone. Dans le cas contraire, on repartira en direction du bas de canal. En tout cas, ça c'est possible. Et enfin, donc seulement le Total 3, c'est tout le marché en excluant Bitcoin et Ether. Vous voyez que nous n'avons pas encore fait de plus haut. Le marché a tapé, alors on est autour des 1100 milliards, on s'y perd avec tous ces zéros, donc 1100 milliards de capitalisation. Et je suis persuadé que nous verrons ce marché, en tout cas sa capitalisation, retrouver de nouveaux plus hauts. Ce n'est qu'une histoire de temps. Je serai là, donc n'hésitez pas à claquer le pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite. Ciao.